À Fribourg, Eva Schüle cultive le jardin d'un ancien monastère. Une fois par semaine, une petite troupe de bénévoles vient lui prêter main forte, ravie de cette escapade au pays des légumes. En Haute-Forêt-Noire, Félix Drathschmidt, menuisier et restaurateur, rénove de vieux meubles rustiques. À Schiltach, la famille Schillinger exploite un domaine forestier et agricole de façon 100% biologique. Son but, parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Dans le Brisgau, Hans-Jörg Haas a créé un jardin romantique autour d'un vieux moulin à eau. Botaniste chevronné, il a aussi l'esprit pratique et peaufine tout dans les moindres détails. La Forêt-Noire, le plus haut massif de moyenne montagne d'Allemagne, est aussi une région riche en traditions, où règne une atmosphère particulière. Ces forêts très denses laissent aujourd'hui encore imaginer à quel point cette contrée devait être impénétrable par le passé, et jusque tard dans le Moyen-Âge. Même les Romains n'avaient pas voulu s'y installer. Aujourd'hui, la Forêt-Noire est une destination touristique très prisée, avec ses fameux coucous et ses paysages typiques, comme les alentours du lac Titisee, qui attire beaucoup de vacanciers. À l'ouest, Fribourg est une porte d'entrée vers la Forêt-Noire. La vallée de la Dreisam, rivière qui traverse le sud de la ville, est idéale pour des vacances reposantes au cœur de la nature. C'est à quelques pas de cette rivière que s'étend le jardin d'Eva Schüle. Salut les filles, j'arrive avec les perches. Au printemps, il y a fort à faire dans le jardin de la Chartreuse. Eva Schüle et son équipe de bénévoles ont du pain sur la planche. Je les tiens, on va les planter dans les trous. Aujourd'hui, on prépare l'armature qui servira de soutien aux haricots à rames. Enfoncez les perches aussi profond que possible, puis tassez un peu la terre pour les stabiliser. Il ne faudrait pas qu'elles tombent. Une centaine de tiges de haricots grimpants doivent s'entortiller autour de ses tuteurs. Eva Schüle voit grand. Les haricots grimpants sont très appréciés, et ça vaut pour toutes les variétés. Alors il en faut. On pourrait en faire pousser le double. Pour que l'armature soit bien stable, il faut relier les perches avec de la ficelle. Chacun met du cœur à l'ouvrage, motivé à l'idée de savourer de délicieux haricots cet été. Les cosses des haricots pendront en grande partie à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire à l'ombre. C'est agréable au moment de la récolte, sachant qu'en plein été, il fait très chaud ici et qu'on cherche le moindre centimètre carré d'ombre. Semer des haricots est l'affaire de quelques minutes, mais pas question de chômer. 5 autres tipis doivent encore être construits. Ce jardin, vieux de 670 ans, appartenait jadis à un couvent. Derrière les murs de pierre se dressent des bâtiments historiques, comme ce moulin à eau. Tout fleuri qu'il est, ce jardin est avant tout un potager. Eva Schüle y fait pousser ses fruits, légumes et herbes aromatiques selon des principes de polyculture savamment étudiés. Seule, elle ne parviendrait jamais à bout de ses 2000 mètres carrés de jardin. Heureusement qu'on vient l'aider tous les vendredis. Tous ceux qui ont envie de faire un peu de jardinage sont les bienvenus. Et plus tard, ils auront droit à une partie de la récolte. La plupart d'entre eux viennent de Fribourg. Eva, je dois laisser quelle distance entre les pommes de terre? C'est très bien comme ça. Environ 30 cm. Parfait. La dernière est peut-être un peu trop éloignée. Voilà. Impeccable. Quand elle ne jardine pas, Eva Schüle exerce le métier de thérapeute familiale spécialisée dans l'aide aux familles d'agriculteurs. Cultiver ce jardin lui apporte d'autant plus de joie qu'elle le connaît depuis l'enfance et qu'il est rattaché à une foule de souvenirs. Je n'aurais jamais cru régner un jour sur ce jardin. Quand j'étais enfant, il y avait encore des religieuses au couvent. Et c'était une sœur qui s'occupait du jardinage. Cet endroit était entouré de mystères. Nous osions à peine y entrer. Au printemps, on m'envoyait acheter des plants de tomates. Je trouvais l'endroit fascinant. Il y a 20 ans, quand elle a pu louer le jardin, ce lieu mystérieux qui l'avait fascinée étant petite est devenu son royaume. Elle y favorise la biodiversité. Aussi fait-elle pousser le plus grand éventail possible d'herbes et de légumes.
De nombreuses variétés de légumes ont déjà disparu. Moi, je suis pour la biodiversité. J'y attache une grande importance. Cette variété de salade, par exemple, existait au Moyen-Âge, ou une variété similaire, on ne sait pas trop. C'est de la scolopendre qui a l'avantage d'être très robuste. Ici, tout est cultivé de façon biologique. Et je crée mes propres semis en choisissant les variétés les mieux adaptées aux conditions du site. Le carré de salade est quasiment prêt. Ces dames vont pouvoir s'accorder un répit. La pause déjeuner est un moment privilégié très apprécié de tous les aides jardiniers. Dans quelques semaines, ces salades seront au menu et ils pourront s'en régaler ensemble. On ne vient pas seulement en forêt noire pour le Feldberg, son plus haut sommet, ou pour des attractions touristiques telles que le vieux moulin à eau du Hexenloch. On y vient également pour admirer les imposantes fermes qui parsèment ces paysages romantiques. Dans le sud-est de la région, à une demi-heure de l'église de Saint-Mergen, se trouve le hameau de Lenzkirchkappel. C'est là qu'habite Félix Drathschmidt, menuisier et restaurateur. Dans son atelier, il rénove de vieux meubles, avec l'aide de sa femme Birgit. Cette commode date du début du siècle dernier. C'est un meuble rustique très simple. Il devait être dans une chambre à coucher. On posait probablement une cuvette dessus pour la toilette, et à l'intérieur, on rangeait du linge et des affaires qu'on utilisait au quotidien. Les vieux fonds de tiroirs doivent être recollés. Cela, Félix ne peut le faire qu'en les démontant complètement. Il n'utilise pas la colle à bois blanche moderne, mais de la colle d'os, une colle à l'odeur très particulière, traditionnellement utilisée en ébénisterie. On utilisait la colle d'os à l'époque où ce meuble a été fabriqué. Et en effet, on voit bien que ces morceaux de bois ont été fixés à la colle d'os. Alors j'utilise la même chose pour les restaurer. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut la chauffer, mais ça permet de rester au plus près de l'original. Bien, maintenant je vais laisser sécher. Félix travaille le bois depuis 17 ans. La restauration de meubles anciens dans laquelle il s'est spécialisé est une véritable passion. Son atelier regorge d'armoires, buffets, tables et chaises qu'il a lui-même remises en état. Birgit est chargée de certaines tâches telles que le ponçage. Elle doit faire attention à ne pas abîmer l'arrondi des finitions en passant la ponceuse ou le papier de verre. J'aime beaucoup le travail artisanal. J'y prends bien plus de plaisir que dans mon métier. Si c'était à refaire, je choisirais un métier manuel. Birgit a suivi une formation commerciale, mais elle préfère nettement aider son mari à rénover des meubles. Ensemble, les Drathschmidt ont également réalisé de beaux travaux d'aménagement dans leur propre maison. Certains éléments, comme le vieux poêle de faïence, rappellent comment l'on vivait ici autrefois et combien il faisait sombre. Félix a grandi dans cette maison. Comprenant qu'il ne pourrait continuer à l'habiter que s'il apprenait à l'entretenir, il a décidé de devenir menuisier. Il y a sans cesse quelque chose à faire dans ces vieilles bâtisses. Aujourd'hui, Félix répare un encadrement de fenêtres, en s'efforçant, comme toujours, de respecter au mieux le travail d'origine. Ils n'ont utilisé que des clous à bois. Ça montre qu'ils devaient envisager ce travail d'une façon bien particulière. C'est passionnant de voir qu'ils ont réussi à construire des bâtiments aussi impressionnants avec des moyens aussi simples. Une fois la commode parfaitement polie, Félix l'enduit d'huile de lin pour donner un bel éclat au bois et le protéger contre les taches. Les tiroirs sont prêts eux aussi. Félix est content de son travail. Ce que je préfère, ce sont les meubles rustiques qui ne sont pas exagérément sophistiqués. Et j'aime par-dessus tout remettre à neuf des meubles anciens, parce qu'ils ont procuré de la joie à beaucoup de gens et vont encore en procurer à beaucoup d'autres. C'est formidable de pouvoir contribuer à ça. Retour à Fribourg.
Les jardiniers préparent une grillade au pied du mur de pierre qui borde le jardin de la Chartreuse. C'est Eva Schüle qui régale chaque semaine. Le boire et le manger font partie du rituel du vendredi. Non loin de là, son mari, Wolfram Seitz Schüle, s'occupe de ses moutons. Ce sont des Scouds, une race allemande très ancienne menacée d'extinction. Avec son petit élevage, Wolfram veut contribuer à la survie de l'espèce. Les Scouds sont petits mais robustes. L'éleveur a rarement besoin de faire appel à un vétérinaire. Quant aux soins des sabots, indispensables à la bonne santé des animaux, il s'en occupe lui-même. Ces moutons ont la particularité de se nourrir de plantes que d'autres moutons ignoreraient complètement. Par conséquent, malgré leur petite taille, ils contribuent bien mieux à l'entretien des espaces naturels. Les vergers qui entourent le jardin d'Eva leur offrent un pâturage parfait. Ils sont peu sensibles au froid et à l'humidité et peuvent vivre à l'extérieur toute l'année. Des caractéristiques idéales pour un éleveur amateur comme Wolfram. J'ai fait des études d'agriculture et j'ai passé beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande, où nous étions sans cesse parmi les moutons. Cette activité complète à merveille mon travail de bureau. Pouvoir mener une vie de fermier en pleine ville, c'est ça, Fribourg. De leur côté, les citadins qui se retrouvent tous les vendredis dans le paradis de verdure d'Eva reprennent des forces avant le sprint final. On sait que les autres sont là et que si un jour on ne peut pas venir, le travail pourra quand même être fait. Quand on cultive un jardin tout seul, c'est plus problématique. Je n'ai jamais eu de jardin à moi, mais ma grand-mère en avait un grand et j'y allais souvent quand j'étais petite. Elle avait une ferme, mais ma famille n'a pas suivi cette voie. Et à la génération suivante, tout s'est perdu. Alors je suis contente de pouvoir retrouver un peu de ces sensations ici, faute d'avoir mon propre jardin. Face à l'enthousiasme de Christine, Eva lui propose de lui apprendre à préparer des remèdes à base d'arc-angélique ou angélique officinale. On en cultivait déjà au Moyen-Âge dans le jardin de la Chartreuse. Les parties les plus intéressantes de la plante sont ses racines. Regarde-moi ces petites racines. Enfin, on fera avec. L'arc-angélique contient des substances amères qui la rendent bénéfique pour tout le système digestif. Elle aide également à lutter contre les coups de froid et renforce les défenses immunitaires. Les deux femmes vont préparer un baume. Pour cela, elles coupent 250 grammes d'angélique en petits dés. Plus les racines sont hachées menues, mieux elles libéreront leurs substances actives. On les fait mijoter dans un demi-litre d'huile d'olive 2 heures durant. Mais attention, sans jamais dépasser les 70 degrés, sans quoi les racines perdraient leur vertu thérapeutique. Pour finir, on passe l'huile et on mélange la racine à de la cire d'abeille. Et voilà, nous avons fabriqué un baume contre le rhume. Tu veux essayer? On peut s'en étaler sur la poitrine et tout autour du cou. On dit aussi que c'est bon pour les ailes. Oui, car dans angélique, il y a ange, d'où les ailes. Et si on se masse les muscles des épaules avec, là où s'accrochent les ailes, ça détend vraiment. Les Chartreuses connaissaient déjà les vertus de l'angélique. Eva et ses aides jardiniers ont à cœur de perpétuer ce savoir. À l'ouest de la Forêt Noire, sur les contreforts des montagnes du Brisgau, s'étend la plaine du Rhin supérieur. Le climat y est nettement plus clément qu'en altitude. Ces conditions climatiques avantageuses profitent au jardin de Hans-Jörg Haas, à Bleichheim. Au printemps, ce passionné de jardinage met les bouchées doubles. Ce sont les mois les plus intenses de l'année. Aujourd'hui, il s'agit entre autres de déterrer le surplus d'onagre. Celui-ci prolifère beaucoup trop. Il ne faut pas le laisser détruire l'équilibre du parterre. Et Hans-Jörg Haas est perfectionniste. Quand on a des idées, des objectifs et de l'imagination, on a toujours quelque chose à faire. On ne reste jamais bras ballants à se dire que ça y est, tout est réglé. Je ne connais aucun jardinier qui pense comme ça. L'onagre est une plante qui fleurit l'été. Au mois de mai, il est encore temps de transplanter les jeunes pousses ou de les mettre en pot.
Le jardin de Hans-Jörg Haas accueille de nombreux visiteurs tout au long de l'année, qui se font un plaisir de le délester de son excédent de plants. Certaines des plantes que je fais pousser sont des espèces qu'on ne trouve pas facilement dans les jardineries. Alors c'est bien de pouvoir en donner une partie. Le jardin de Hans-Jörg Haas est un véritable petit Éden. Son créateur s'est installé ici, au Herrenmühle, littéralement le moulin des hommes, il y a 4 ans seulement. Mais il a apporté avec lui de nombreuses plantes de son jardin précédent. Cela explique que celui-ci fleurisse déjà aussi somptueusement. Jardinier et ingénieur horticole, Hans-Jörg a intégralement dessiné ce jardin lui-même. Aujourd'hui, il s'est fixé pour objectif de construire des bacs pour ses jeunes plants, dans la prolongation des structures qu'il a fabriquées pour le compost. Je ne veux pas cacher mon compost, car le compost fait partie intégrante du jardin. Quand ces morceaux de bois pourriront, je les remplacerai, voilà tout. C'est une solution pratique pour se débarrasser des déchets verts issus de l'entretien du jardin. Hans-Jörg verse du sable dans les bacs destinés aux jeunes plants, de façon à former un lit qui permettra aux pots d'être bien stables. Je suis content. Le résultat n'est pas mal, non? Impeccable. Hans-Jörg est satisfait. Maintenant que tout est prêt, les visiteurs vont pouvoir entrer. Depuis le peuplement de la forêt noire au Moyen-Âge, le bois est une importante source de revenus pour les habitants de la région. Autrefois, on transportait les troncs des sapins par flottage, en leur faisant descendre le Rhin ou le Neckar. On les appelait les sapins hollandais, car au XVIIe siècle, ils servaient à approvisionner en bois la puissante flotte marchande néerlandaise. Les habitants de cette ferme de Schiltar, appelée Höfenhof, ont toujours fait partie de ceux qui étaient autorisés à faire flotter du bois. C'est ici, à 560 mètres d'altitude, que vivent Walburga et Karl-Heinz Schillinger. Depuis 1990, ils cultivent des fruits et légumes selon des méthodes 100% biologiques. Leur but, subvenir autant que possible à leurs propres besoins alimentaires. Walburga plante des tomates. Elle a préparé elle-même les semis et creuse maintenant des trous de manière à les planter suffisamment profonds. Plus je les plante profondément, et plus ces plants vont pouvoir développer leurs racines. Et plus ils ont de racines, plus ils sont vigoureux et riches en fruits. Ils sont aussi en meilleure santé parce que plus robustes. Là, ils ont l'air un peu rikiki, mais ils vont grandir. C'est une variété qui pousse de toute façon plus tard que les autres. Walburga dépose également dans les trous des orties et des copeaux de corne. En se putréfiant, ceux-ci dégagent de la chaleur et libèrent des substances nutritives qui favorisent la croissance des plants de tomates. Walburga cultive tellement de légumes différents dans son jardin qu'elle n'a presque jamais besoin d'en acheter pour nourrir sa famille, qu'ils soient 2 ou 4 à table. Même en hiver, car elle sait bien sûr comment conserver et stocker les produits de sa récolte. Chaque année, elle fait pousser ses légumes sur une rangée différente pour assurer la bonne santé à la fois de la terre et des plantes. Un effort qui porte ses fruits. C'est agréable de servir ses propres produits à table et de pouvoir dire « ces pommes de terre, ces œufs, ces légumes, ces fruits, tout ça, c'est moi qui les produis ». Je trouve ça génial. En fin d'après-midi, Karl-Heinz s'occupe de son troupeau. Dès le début du mois de mai, ces angus, des vaches allemandes, paissent à l'air libre. Mais elles doivent tout de même manger du foin sec, sans quoi leurs intestins se rebellent. Elles ont un tempérament très doux. Pour lui, cet élevage est davantage un dada qu'une source de revenus. Ce genre de troupeau, il faut s'en occuper 365 jours par an. Je suis très attaché à mes bêtes et c'est une vraie satisfaction de les voir en bonne santé. Je trouve ça très gratifiant, même si ça ne se traduit pas nécessairement en chiffres. Ce que j'éprouve, c'est, disons, une sorte de fierté paysanne.
Pendant ce temps, Walburga s'occupe de ses coureurs indiens. Ces canards sont mes aides jardiniers. J'en ai 8 et ils sont très utiles car ils mangent les escargots et les limaces. Sinon, quand les hivers sont chauds, je risquerais d'avoir des problèmes. Mais avec eux, rien à craindre. Le soir venu, les volatiles doivent être mis à l'abri des renards. Cette dernière mission accomplie, Walburga pourra enfin se reposer, le temps d'une courte nuit. Le lendemain matin, aux alentours de 7 heures, le couple est déjà debout depuis 2 bonnes heures. Le lundi, ils font le pain dans le grand four à bois, jusqu'à 60 miches de pain au levain. Quand une miche est prête, on la retourne et on frappe dessus pour vérifier la cuisson. Si on obtient un son clair, c'est qu'elle est bien cuite. Sinon, elle est molle et caoutchouteuse. Bon nombre de ces miches sont destinées à être vendues. Les autres couvrent les besoins en pain de la famille. Faire du pain est une tradition paysanne dans la forêt noire. Autrefois, on avait des familles nombreuses, beaucoup d'enfants, de garçons de ferme, de servantes et ainsi de suite. Si bien qu'on avait besoin de beaucoup de pain. On en faisait tous les 15 jours et on le stockait à la cave sur de grands rayonnages. Il n'était plus aussi bon au bout de 2 semaines, mais on n'avait pas le choix. À l'époque, les congélateurs n'existaient pas. Aujourd'hui, la conservation du pain n'est plus un problème. Avant de pouvoir transporter les miches, il faut les laisser refroidir. Walburga en profite pour prendre son 2e petit déjeuner. De son côté, Karl-Heinz va aider son fils Andreas à abattre un arbre. L'exploitation forestière est la source de revenus principale de la famille Schillinger. Andreas, tu vois ce sapin blanc? Il va bientôt faire de l'ombre à ses voisins. Ce sapin est vieux de 120 ans. Karl-Heinz a attendu le moment propice pour l'abattre. La lune est dans son dernier quartier. C'est un bon moment pour abattre les arbres qui serviront de bois de construction. Autrefois, on bâtissait les fermes en fonction des phases lunaires. Et elles ont résisté pendant des siècles. Andreas suit une formation d'ingénieur des eaux et forêts. Les 2 hommes sont très attachés au principe de la sylviculture durable. Ils n'abattent jamais les arbres au hasard. L'ébranchage est l'affaire d'un petit quart d'heure. Andreas prend plaisir à ses travaux de bûcheronnage, qui portent immédiatement leurs fruits. C'est toujours agréable de récolter les fruits de son travail. Quand j'abats un arbre et que je l'ébranche, je gagne un peu d'argent et je rapporte du bois de chauffage à la maison. Avoir une maison bien chauffée et pouvoir se doucher à l'eau chaude, c'est royal. Si les branches servent de bois de chauffage, le tronc, lui, sera vendu comme bois de construction. Chaque année, les 2 hommes doivent prévoir 25 mètres cubes de bois, rien que pour chauffer leur maison. De son côté, Walburga cueille des feuilles de framboisier, du lierre terrestre et de la mélisse officinale. Elle va faire sécher le tout et préparer des mélanges pour infusion et du sel aux herbes plus tard dans l'année. On nous demande souvent « Comment faites-vous ? C'est beaucoup de travail et c'est toute l'année. Ça laisse si peu de temps pour les vacances. » Mais pour nous, ce n'est pas un travail. On fait ça parce qu'on aime le faire, parce qu'on aime cette vie. On aime avoir tout ce qu'il nous faut juste devant notre porte. On ne peut pas imaginer vivre autrement. Au moulin de Bleichheim, Hans-Jörg Haas a de la visite. On fait appel à ses conseils éclairés. Il est incollable sur la question des déchets verts, mais en connaît également un rayon sur les iris. Ils fleurissent toujours, à condition d'être dans un endroit chaud. Ils ne s'ouvriront pas si l'air est trop frais. Au plus fort de l'été, j'utilise un peu d'engrais pour leur redonner de la vigueur. Et ils ont aussi besoin d'eau. Les visiteuses sont éblouies. Agrémentées d'objets décoratifs chinés aux puces ou dans les galeries, le jardin ne cesse de les surprendre par ses 1001 trésors botaniques. Plus tard, elles s'en retourneront chez elles des idées plein la tête.
Afin d'offrir aux futurs visiteurs un parfait petit royaume horticole, Hans-Jörg est de nouveau à l'œuvre le soir même. Il veut recouvrir un parterre de gravier pour éviter la prolifération des mauvaises herbes et rendre l'endroit plus esthétique. Ce jardin compte énormément pour moi. C'est un endroit magnifique, parfois même mystique, où je prends du plaisir, où je m'épanouis, où je me réalise. Le résultat, un vrai jardin de contes de fées,